nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Tout le monde parle de l'Europe et c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour, bienvenue à Bruxelles pour ce 175e numéro de la faute à l'Europe. 40 ans après l'arrivée au pouvoir des socialistes en France, la gauche est-elle en voie de disparition en Europe? Alors que la très grande majorité des États de l'Union européenne étaient gouvernés par des partis issus de la social-démocratie il y a 20 ans, ils ne sont aujourd'hui plus que 6 sur les 27 pays membres. Certains, comme le Danemark, ont même dû reprendre les programmes anti-immigration de l'extrême droite pour se faire élire. Et au-delà de l'avenir de la gauche, on va s'intéresser à l'avenir de l'Europe dans l'édito de cette émission avec le lancement le week-end dernier de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Un lancement en grande pompe. Ça, c'est si on écoute les organisateurs. Une cérémonie plutôt pompante si on écoute Jean Quatremer. Personne ne sait encore vraiment à quoi elle va servir d'ailleurs. Cette conférence, on va y revenir avec Jean. Notre invité de la semaine fêtait, lui, son 8e anniversaire, le jour de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, le 10 mai 1981. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Vous êtes député européen de la GUE, la gauche unitaire européenne. C'est bien de le mettre en français. Moi, j'en ai ras-le-bol des anglicismes, donc ouais. Gauche unitaire, ça me va. C'est ça, parce que normalement, on dit the left. Maintenant, on dit the left, mais c'est une concession à l'ère du temps globish. Ouais. Et un de mes combats au Parlement européen, qui n'est pas spécifiquement un combat de gauche, c'est de favoriser le multilinguisme au Parlement européen et dans les institutions européennes. Savez-vous que la plupart des documents qu'on reçoit, nous, députés, pour travailler, c'est en anglais. Même si vous n'êtes pas fluent, même si vous n'êtes pas natif, normalement... Même si vous n'êtes pas quoi, pardon? Fluent. Fluent, c'est-à-dire? C'est-à-dire bilingue. Oui, d'accord. Mais j'essaye moi aussi de faire une concession à l'ère du temps, parce que sinon on trouve que je suis un peu archaïque. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ça nuit à notre travail législatif et surtout, ça nuit à l'image de l'Europe, qui est censée être le continent de la diversité, et notamment de la diversité linguistique et culturelle. Vous êtes un ancien membre du Parti socialiste que vous avez quitté en 2018 pour fonder la gauche républicaine et socialiste. Pourquoi vous êtes parti du PS? Je crois que c'est le quinquennat Hollande qui m'a achevé. D'accord. C'est-à-dire que, alors, je ne dis pas que tout était parfait avant, mais je dis que c'est un quinquennat calamiteux. Et pour moi, ce qui était le plus dur, c'était que on a fini par la loi travail. C'est la première fois qu'un gouvernement de gauche s'attaquait frontalement aux intérêts des travailleurs les plus modestes et la déchéance de nationalité qui donnait une image navrante de la gauche française. Et pour moi, c'était trop. Voilà. Donc je l'ai quitté à regret, mais je ne désespère pas de revoir le socialisme fleurir en France sous d'autres formes. À vos côtés, Emmanuel Morel, sur ce plateau, 2 spécialistes des affaires européennes. Maya Dlabaume, journaliste pour Politico Europe. C'est un peu le site de référence en ligne, le média en ligne de référence sur la politique européenne. Et puis Jean Quatremer. On va parler de... Vous avez été longtemps de référence aussi, honnêtement. Jean. Bon, allez, je vous laisse. Non, mais, Jean, je vous en prie, prenez place, sinon le réalisateur va pas aimer le fait que vous leviez comme ça pour les caméras, c'est pas terrible. On va parler de la gauche. Qui dit gauche dit social, qui dit social dit sommet social de Porto le week-end dernier, transition. Où s'est rendu Julien Gasparuto pour France Télé? 4 ans après Göteborg, c'est donc ici à Porto que les dirigeants européens se sont retrouvés pour un nouveau sommet social. Le rendez-vous avait été fixé de longue date, mais le contexte actuel lui a donné une importance particulière. Social Europe must be a reality more than ever after the climate transition, the digital transition, and of course because of COVID-19, we feel it's urgent. L'objectif de ce sommet était d'avancer sur le plan d'action fixé par la Commission européenne, un socle commun de mesures sociales comme un salaire minimum, l'égalité homme-femme ou encore la formation continue pour tous. Mais sur tous ces sujets, les Européens sont divisés. Les pays du Sud et la France poussent pour plus de cohésion sociale, alors que les pays du Nord et les pays de l'Est, eux, sont plus réticents. Alors au final, pas de grand soir, mais un petit pas de plus vers une Europe un peu plus sociale, avec un discours très volontariste et un encouragement à légiférer rapidement sur ces questions. Je vois plusieurs sujets d'importance qui vont maintenant faire partie du semestre européen et donc des rendez-vous réguliers auxquels les États seront soumis. Et donc derrière cette déclaration, on rentre vraiment dans les procédures européennes. Et sur ce volet social, Emmanuel Macron entend jouer les premiers rôles à partir de janvier prochain, lorsqu'il prendra la présidence tournante de l'Union européenne.
C'est très rock, Julien. Je vois les sujets à Porto. Emmanuel Morel, vous y croyez à une Europe plus sociale ? J'aimerais y croire, mais ça n'en prend pas le chemin. Vous savez ce que disait Jacques Delors à propos des sommets sociaux ? Il disait c'est des grandes messes sans foi. Là, il n'y avait pas vraiment la messe et puis il n'y avait pas vraiment la foi. Ouais. On a eu des déclarations d'intention comme d'habitude, mais ça n'avance pas, alors même qu'on est confronté à une crise inédite. Les conséquences des confinements successifs et de la crise du Covid, c'est des millions de chômeurs en plus, c'est l'explosion de la pauvreté, et là-dessus, on attendait l'Europe. Or, franchement, oui, la formation continue, c'est très important. Moi, je suis spécialiste de la formation professionnelle, mais c'était quand même assez plat. Sur l'égalité femmes-hommes, ça c'est bien, mais ça passe déjà par les salaires. Or, là-dessus, là aussi, c'est pauvre. Sur le salaire minimum européen, il y aurait plein de choses à faire. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y avait un contre-sommet social à Porto, qui était organisé par le Bloco, qui est un parti de gauche portugais, où il y avait ma collègue Leïla Chabi. Il y a eu plein de propositions sur le statut des travailleurs des plateformes numériques, sur le salaire minimum, sur le mal-logement, sur l'éradication de la pauvreté en Europe. Et là-dessus, on n'en a pas du tout entendu parler. Quand vous dites, Emmanuel Morel, que c'est une grand-messe sans foi. Ça, c'est Jacques Delors qui le dit, mais je ne fais que le citer. Vous citez Jacques Delors, c'est peut-être aussi sans croyant, parce que selon un sondage réalisé dans plusieurs pays de l'Union, un quart des Européens considèrent être de gauche ou d'extrême gauche. Il serait 31% en Italie, 26% en Allemagne et seulement 21% en France. Maya, quand on voit aussi autour de la table des sommets européens, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a presque plus de dirigeants de gauche en Europe. On a une Europe de droite. Oui. Non, mais la gauche s'est totalement essoufflée. Après, vous parliez de 6 pays de gauche aujourd'hui en Europe. Il y en a même moins que ça, parce que les vrais gouvernements socialistes sans coalition, qui ne sont pas dans des coalitions, il y en a très peu finalement. Après, la gauche, vous la retrouvez dans des coalitions, que ce soit en Belgique, que ce soit ailleurs, en Finlande. Mais il n'y a plus véritablement de vraie social-démocratie. En tout cas, à part l'Espagne, à part le Portugal, oui. C'est vrai. En 99, Jean, parce que c'est toujours bien de parler du passé avec vous, 11 des 15 chefs d'État et de gouvernement, parce qu'il faut se rappeler qu'il y en était 15, ils étaient issus de la gauche. Donc Lionel Jospin, Tony Blair, Gerhard Schröder. D'abord, il faut savoir ce qu'est la gauche, parce que Tony Blair, par exemple... Oui, c'est pas la gauche d'Emmanuel Morel. Voilà. C'est pas celle d'Emmanuel Morel. Celle de Schröder non plus. La question, d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par gauche. Je crois que c'est la question fondamentale. Moi, je pense que si la gauche est en train de disparaître en Europe, parce que vous citez la fameuse enquête de Fondapol, où effectivement, ça pèse à peu près 30% des électeurs en moyenne, et plus on est jeune, moins on est de gauche. Mais pourquoi ? Parce que simplement, je crois que les idées de gauche ont en grande partie gagné. Je veux dire que tout le monde a un système de sécurité sociale, il y a un droit du travail, les enfants ne travaillent plus dans les mines. Emmanuel Morel n'a pas l'air tout à fait d'accord. Moi, je pense que globalement, les idées de gauche, en fait, sont en train de les partis de gauche disparaissent parce que les idées de gauche se sont imposées en Europe, mais aussi, par exemple, aux États-Unis. Quand tout le monde est là en train de vanter le programme, vous savez, le fonds de relance américain, etc., qu'est-ce que font les Américains ? Ils sont en train d'essayer de rattraper le modèle européen. Et le modèle européen est un modèle qui a d'abord été pensé par les partis de gauche. Le drame de la gauche européenne, c'est qu'elle n'a pas su se réinventer. Il y a d'autres combats à mener et pas des combats du passé. Alors c'est bien... Mais quand on disait, quand on a 20 ans, et qu'on est de droite, c'est qu'on n'a pas de cœur. Quand on a 40 et qu'on est de gauche, c'est qu'on n'a pas de tête. C'est plus applicable aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'est, par exemple, prenons dans la crise actuelle en France, le Parti socialiste, en France. Qu'est-ce qu'il a dit de différent du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui n'est pas particulièrement de gauche. C'est bien le problème. Voilà. Il n'a rien dit parce qu'Emmanuel Macron a fait une politique de gauche. C'est-à-dire il a ouvert les vannes budgetaires, la Banque centrale européenne a déversé... Regardez les Verts, tout le monde s'est approprié le programme des Verts. Regardez en Allemagne où ils en sont les Verts. Mais regardez où sont les Verts en France. C'est intéressant parce que justement, Emmanuel Macron est en train de s'approprier le programme de la droite, le programme de la gauche et même de l'extrême droite. Là, il est en train de dériver à mort sur l'extrême droite, sur l'immigration, sur la sécurité, etc. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'est-ce qu'est être de gauche ? Si c'est dire je suis pour l'égalité homme-femme, les partis de droite le disent. Si c'est pour un salaire minimum, tout le monde le dit, puisque d'ailleurs, il y a une directive sur les salaires minimums. Alors, je pourrais reformuler ce qu'a dit Jean. Qu'est-ce qu'est être de gauche ? C'est quoi d'être de gauche ? La mission historique de la gauche, c'est la répartition des richesses, c'est-à-dire une meilleure redistribution entre capital et travail. Et de ce point de vue-là, je m'excuse, mais la droite est largement dominante. Et on le voit aussi dans l'Union européenne, c'est-à-dire que depuis 20 ans, 30 ans, la part des salaires dans la valeur ajoutée ne cesse de décroître au profit du capital. Donc la gauche, c'est aussi de l'approfondissement de la démocratie dans tous les domaines.
notamment la démocratie sociale. Et là, je m'excuse, mais on n'est pas non plus dans une Europe de gauche. C'est-à-dire la présence des salariés dans les conseils d'administration, le poids des syndicats dans les décisions des entreprises, ça y est pas non plus. Moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que oui, il y a un effritement, voire même un effondrement dans certains pays des partis de gauche. Ça, c'est incontestable. Il y a plein de raisons historiques à ça. La première, c'était que pendant longtemps, la social-démocratie a bénéficié d'un allié formidable qui était le communiste à l'Est. L'Occident capitaliste avait tellement peur de la contagion révolutionnaire qu'elle était obligée d'accorder un certain nombre de compromis au monde du travail qui étaient représentés par la social-démocratie. Mais la deuxième raison, vous avez parlé de Blair et Schröder, c'est quand même une partie de la gauche qui, à un moment, a capitulé, ou s'est résignée par rapport à un capitalisme qui mutait à toute vitesse. Il y avait une accélération avec une financiarisation, une mondialisation, et que face à ça, la gauche, elle était un peu en état de sidération. Et elle n'a pas voulu, en réalité, transformer durablement les choses. Mais ce que je trouve intéressant, je reviens sur ce que vient de dire M. Quatremer, les États-Unis, c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que les réponses traditionnelles de gauche, de meilleure répartition, de meilleure égalité, d'investissement de l'État, d'investissement public, elles sont à la mode aujourd'hui, au moment de la crise du Covid. C'est-à-dire que les Français de gauche comme de droite, ils trouvent ça normal qu'il y ait des plans de relance, ils trouvent ça normal qu'il y ait de l'investissement public, ils trouvent ça normal que l'État intervienne dans la vie économique. Donc le message de gauche, il reste d'une actualité incroyable. La question, c'est... je ne crois pas qu'il ait gagné, parce que quand vous êtes face à des GAFAM, par exemple, qui réalisent... Donc la gauche n'a plus le monopole des idées de gauche. Oui. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que l'air du temps, il est aux réponses de gauche. Le problème, c'est les émetteurs, les partis de gauche, pour plein de raisons, et notamment parce qu'elles ont trahi une partie de leur socle sociologique. Est-ce que c'est une valeur de gauche, l'égalité et du temps de parole homme-femme, Emmanuel Bien sûr. Maya, bien sûr. je vous en prie. Justement, ça me concerne. Non, mais moi, je voulais juste rebondir sur le fait que les deux sujets de préoccupation en Europe aujourd'hui, c'est quand même l'écologie et c'est quand même l'immigration. Disons. Dans tous les sondages, c'est ce qu'on voit. Non, c'est l'emploi aussi. Je n'ai pas l'impression que la gauche aujourd'hui a des réponses sur ces deux sujets qui sont les plus importants, ou du moins je trouve qu'il y a une ambiguïté réelle sur... Regardez le Danemark, excusez-moi, c'est un gouvernement socialiste qui fait une politique extrêmement restrictive sur l'immigration. Avec une femme à sa tête. Avec une femme à sa tête, en plus. Bravo, justement, raison de plus. Alors, femme de je sais pas. Moi, je trouve que les réponses aujourd'hui, elles sont très ambiguës sur ces sujets qui sont les sujets d'intérêt majeur des Européens. Donc, voilà. Non, mais là, le déclin de la gauche en Europe. David Brasseur a demandé à Danny Cohn-Bendit son avis sur la question. C'est sûr que dans toute l'Europe, il y a un déclin de la gauche. Si vous prenez l'humanisme, la politique de Mme Merkel, il y a 3 ans maintenant, pour l'accueil des migrants, étaient sûrement des valeurs de gauche, et la gauche française ne s'est pas honorée en la soutenant. C'est pour cela d'ailleurs que dans un pays comme l'Allemagne, aujourd'hui, la force de gauche, centre-gauche ou gauche qui émerge, ce sont les Verts, parce qu'ils arrivent à faire évoluer les valeurs en fonction de la réalité aujourd'hui et des problèmes d'aujourd'hui. C'est intéressant, Emmanuel Morel, ce que dit Danny Cohn-Bendit là. En gros, sur l'immigration, la gauche française n'a même pas soutenu une dirigeante de droite qui a ouvert les vannes, qui a ouvert les bras, pardon. C'est un peu injuste, parce que moi je me souviens des réactions à l'époque, c'était quand même plus nuancé que ce que dit Cohn-Bendit. Je ne suis pas d'accord avec madame quand elle dit que les principales préoccupations des Européens, c'est l'écologie et l'immigration. C'est pas vrai. Il y a aussi la question de l'emploi. Il y a aussi la question... l'emploi, c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est il y a la question du pouvoir d'achat. Chez les jeunes, aujourd'hui, ce sont les deux Non, sujets mais qui rapportent... je m'excuse, chez les jeunes, c'est aussi l'emploi et le pouvoir d'achat. Donc il ne faut pas faire des priorités qui n'en sont pas. L'écologie, évidemment, c'est une priorité pour tout le monde. Mais, parce que là, il y a urgence. Mais il y a des réponses de gauche sur l'écologie qui sont différentes des réponses de droite. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas participer à la transition écologique si on ne s'attaque pas à la racine du système, le système qui incite à la consommation, qui incite à l'exploitation, donc le système capitaliste. Et il faut des réponses de gauche pour parvenir à une transition écologique conséquente. Jean. Le problème fondamental, c'est que franchement, sur les valeurs, effectivement, sur l'écologie, sur l'immigration, sur les libertés publiques, aujourd'hui, la gauche est totalement inaudible. Sur l'immigration, vous tricotez. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour l'ouverture des frontières, par exemple, ça, moi, qui suis un libéral... Qu'est-ce que ça veut dire, l'ouverture des frontières ? Je termine juste. Moi, en tant que libéral, vraiment libéral, je considère qu'il faut ouvrir les frontières pour laisser les gens circuler librement. Et que si vous les laissez circuler librement,
il y en a certains qui ne s'installeront pas. Beaucoup de gens s'installent ici parce qu'une fois qu'ils ont passé la frontière, ils disent je vais surtout pas partir dans mon pays parce que sinon je ne pourrai jamais revenir. Donc moi je suis pour le laisser de libre respiration. Est-ce que vous êtes pour ça? Non. Non. Est-ce que vous êtes? Voilà. Parce que je suis pas libéral. Voilà, je suis pour la régulation. Oui, voilà. Donc la régulation. Qu'est-ce qui différencie donc un parti de gauche d'un parti de droite sur la régulation? Qu'est-ce qui vous différencie d'Emmanuel Macron en matière d'immigration? Je ne vois pas. Sur l'intégration, je ne vois pas parce que les cités, les banlieues en France par exemple, c'est un héritage de la gauche. C'est le fait qu'on a mis dans les banlieues parisiennes toute une partie de la population immigrée, qu'on a laissé s'installer, se regrouper au lieu de les disperser sur le territoire et créer de véritables ghettos à une époque où on vous expliquait très clairement qu'il ne fallait pas de politique dirigée sur la matière. Et aujourd'hui, c'est quoi la politique? Pas de vous, évidemment, je parle de la gauche en général, hein, donc je ne vous mets pas en cause personnellement. Donc la gauche en général, je ne sais pas ce qu'elle pense. Sur les libertés publiques, je ne sais pas. Sur la question, par exemple, de l'euthanasie, est-ce qu'il y a une voix de gauche sur l'euthanasie, sur la PMA, sur la GPA, etc. Les frontières, les libertés publiques, l'euthanasie. Alors, vous dites en gros que la gauche est inaudible ou qu'elle n'a pas d'idée? Non, je dis qu'elle est inaudible. Je n'arrive plus à faire la différence entre ce qu'est la gauche. Voilà. Alors, sur les frontières, Emmanuel Morel. Non, mais moi, je ne suis pas un libéral, donc je suis pour qu'on mette des règles, y compris pour les politiques d'immigration. Mais il y a une vraie différence, par exemple, avec la droite. C'est que moi, je suis pour des naturalisations bien plus importantes. Je suis pour la régularisation des travailleurs sans papier qui sont là depuis longtemps. Voilà, ça, c'est quand même... ça, c'est bien. Faut Autre chose, liberté publique, parce que là, vous avez totalement raison, surtout... Depuis 1 an et demi, il faut quand même le dire. Hein. Là, il se passe des choses qui sont graves par rapport à l'idée qu'on se fait de l'Europe, l'idée qu'on se fait de la démocratie. Pour autant, là où je me trouve injuste, c'est que la gauche, elle a pris position, notamment tous les risques de démocratie, de surveillance, ce qui est en train de se passer en Europe et singulièrement en France. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas non plus très relayé. Hein, moi, je m'excuse, mais c'est plus facile pour un homme de gauche d'aller sur un plateau d'une télé en continu quand vous êtes invité pour parler soit de l'islam, soit de la laïcité, parce que ça, ils adorent ça, et pour une femme de gauche, alerter, et pour une femme de gauche également, que pour alerter sur les risques de la démocratie de surveillance, qui est un vrai problème, et même en France. Hein, ou même sur le durcissement de certains comportements policiers, etc., etc. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet dont la gauche doit s'emparer absolument, parce que les libertés publiques, on ne transige pas avec. Et la vérité, c'est que dans des sociétés, même soi-disant dirigées par un libéral comme Macron, il y a un durcissement, il y a un raidissement, il y a une pente autoritaire. Pourquoi soi-disant par un libéral comme Macron? Pourquoi soi-disant? Lui-même s'est autoproclamé libéral, M. Macron. Alors pas libéral du tout. Il est autoritaire. Sur ces questions, il est totalement autoritaire. Emmanuel Morel et moi, on est d'accord. Très bien. Donc là, on a parlé des frontières, on a parlé des libertés publiques et sur l'euthanasie, vu que l'euthanasie, la GPA. L'euthanasie, vous n'avez pas bien suivi le débat parlementaire à l'Assemblée nationale il y a 2 semaines, parce que la gauche unie s'est mobilisée sur cette question. Hein, c'était la proposition de loi sur la fin de vie. Et là, vraiment, vous aviez une réponse qui était à la fois rationnelle, humaniste sur ces questions. Toute la gauche. Petit tour de table. Est-ce qu'elle est en voie de disparition, la gauche, en Europe? Oui. Pourquoi? Ne confondez pas. Non, mais vous ne répondez pas tout à fait à la question de gens qui étaient aussi un peu de dire que finalement tous les partis aujourd'hui sont progressistes. Parce que finalement, c'est ça, c'est le progressisme. C'est que sur les grandes questions de société, j'ai l'impression que droite ou gauche, c'est un peu kiff-kiff, non? Oui. Donc en fait, qu'est-ce qui vous discerne véritablement? Qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'on se décale comme aux États-Unis, parce qu'on a parlé des États-Unis, où en fait, avant, la gauche américaine, c'était l'équivalent de la droite française. Ouais. Est-ce qu'on arrive à ce même mouvement, ce même shift en Europe? Non mais attendez, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense que vous confondez vos désirs avec la réalité. Vous êtes minoritaire. La vérité, c'est que la question essentielle, je m'excuse, c'est on est dans un système qui privilégie l'accumulation du capital tout le temps, partout. Et moi, je me bats contre ça. Et je suis pour qu'il y ait plus de salaires, plus de retraites. Il y a un vrai partage des richesses. Regardez les taux de prélèvement en France. Mais vous avez vu, en France, regardez les chiffres quand même. Est-ce que vous avez vu les résultats du CAC 40 cette année? 51 milliards de profits. Oui. Rien ne sera redistribué. Je m'excuse, il y a encore du boulot. Jean, très vite. Voie de disparition, la gauche ou pas? Cette gauche qu'on a connue, cette gauche du XXe siècle, oui, elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Oui, on est au 21e. Oui, mais la gauche, c'est parce que les partis actuels sont les héritiers de cette gauche du XXe siècle. Et elle est en train de disparaître. Il faut qu'elle se renouvelle. Elle a un champ énorme devant elle, mais elle n'a pas le courage du renouvellement. Elle a un champ énorme. Les libertés publiques, par exemple, elle n'a plus les jeunes avec elle. Elle ne parle pas aux jeunes. Place à présent à l'édito du tonton flingueur de la faute à l'Europe, parce que
Vous étiez devant votre poste dimanche pour Mon regarder Dieu. cette cérémonie de lancement de la C'était conférence horrible. sur l'avenir de l'Europe Jamais. à Strasbourg. Je vous en prie, Voilà. Jean, On aurait pu levez-vous, l'Eurovision. prenez place pour votre Non, édito. c'est Est-ce que cette conférence pour l'avenir de l'Europe va servir à quelque chose? Voici l'édito du Tonton Flingueur de la faute à l'Europe, Jean Quatremer. Comment impliquer les citoyens dans la construction communautaire? Disons-le tout net, c'est le grand échec de l'Union qui reste une construction pensée et voulue par les seuls États à partir des années 50 et pas par les peuples. Et pour cause, si on avait consulté les Français en 1950, croyez-vous une seconde qu'ils auraient accepté, 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de se réconcilier avec l'Allemagne? Mais depuis 70 ans, de l'eau a coulé sous les ponts et l'Union a étendu ses compétences à des domaines qui touchent à la vie quotidienne des Européens. Peut-elle, dès lors, rester une construction élitiste, une affaire de chefs d'État et de gouvernement, de ministres, de diplomates ou de fonctionnaires qui mitonnent des compromis dans leur coin? Certains ont conscience qu'on ne peut plus continuer à faire l'Europe dans l'intérêt des peuples, certes, mais sans eux. C'est le cas d'Emmanuel Macron qui a donc proposé de lancer une conférence sur l'avenir de l'Union afin de demander leur avis aux citoyens. Mais de la coupe aux lèvres, il y a loin. La conférence, en effet, a été totalement verrouillée par les initiés bruxellois, qu'on en juge. Elle sera présidée par une présidence collective composée de représentants des 3 institutions, assistée d'un comité exécutif de 9 membres. Tous issus des institutions. La conférence elle-même est majoritairement composée d'élus européens et nationaux, la société civile se contentant de 116 sièges sur 433. Certes, il y aura aussi des panels de citoyens et une plateforme numérique, mais sans qu'on sache très bien comment tout cela va s'articuler. L'image envoyée par la cérémonie d'inauguration du 9 mai, totalement dominée par les élites de l'Union, n'augure rien de bon sur la place des citoyens. Comme on peut le voir, ils ont été soigneusement tenus à distance, cantonnés à figurer sur des écrans. Surtout, on ne sait trop si le rapport final, qui doit être remis dans 1 an, débouchera sur une modification des traités. Vu le peu d'enthousiasme des États pour un tel exercice, on peut craindre qu'il termine dans un tiroir. Bref, beaucoup de bruit pour rien ? C'est une question ou beaucoup de bruit pour rien ou c'est ou non? Much ado about nothing. Ouais, Toujours d'accord. en revenir à Shakespeare. C'est très shakespearien. Bah oui, il faut toujours en revenir à Shakespeare. Emmanuel Morel. Alors la cérémonie, c'était pas Shakespeare. Hein. Ouais, non. C'était plutôt, je sais pas, c'était l'Eurovision en pire, quoi. Oui. Je me demande d'ailleurs si elle n'a pas été préparée par des eurosceptiques, parce que ça donnait tellement pas envie que, franchement, le truc est quasiment mort-né. C'est tout le problème de cette conférence, c'est que associer les peuples et les citoyens à l'avenir de l'Europe, ça me paraît une évidence. Et comme ça a été très bien dit, l'Europe a été faite largement sans les peuples, mais moi je rajouterais, voire contre eux. Là, on se rend compte que ça ne peut plus durer. Oui, mais comme quand ça. Jean dit dans son Mais quand édito, si on avait demandé au peuple leur avis Oui, c'est la 5 théorie, ans après oui. la guerre, si la savez que ça, réconciliation c'est la- franco-allemande, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est la théorie de Jean Monnet. Dans les mémoires de Jean Monnet, qu'il faut absolument lire parce que c'est passionnant, il explique, lui, il assume complètement, il dit il vaut mieux qu'on fasse ça entre technocrates au niveau des États. D'accord, parce non, que mais si on demande- moi j'ai Emmanuel Moi, Morel je- sur le plateau. oui, Vous êtes bah, d'accord avec Jean Monnet sur ce point-là Bien ou sûr pas? que non. Bien sûr Ah. que non. Je pense que là, et ça fait des décennies que ça dure, on va dire depuis Maastricht, le fait de insuffisamment associer les peuples européens à leur destin, on en arrive là où on est, c'est-à-dire une défiance croissante. Et donc il faudrait une révolution Parfois, les hommes démocratique. d'État et diriger un État dans l'intérêt du peuple, c'est pas forcément faire ce que, oui, ce mais que enfin, le peuple veut et les instincts populaires. Les instincts, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous pose la ça question. Non mais Quand je parle des instincts, c'est quand on a fait la guerre pendant des années à un pays. Non, mais- Quand on a fait la guerre pendant des années à un pays, Oui. il y a un sentiment de vengeance viscérale. Je veux dire, Oui, non, on mais n'a pas envie de se là, je vous parle réconcilier. là, je vous parle pas des années 50, je vous parle de maintenant. Oui, mais moi, je vous parle des Quand années il y a- 50. quand il y a- Donc, ouais, non, oh là mais là. vraiment, non, Oh mais là là, on en revient à 81. Je vais vous faire comme marché, je vais vous dire, moi, c'est ma réponse. Mais surtout, franchement, là, on a un zinzin institutionnel au moment où l'Europe a une vraie crise d'identité. C'est pas à la hauteur de l'enjeu, mais moi c'est ça qui me fait peur. Et comme vous l'avez très bien dit, on a un politburo, on se croirait vraiment avec le Parti communiste de l'Union Maya. soviétique, Mais qui franchement se caractérise pas par l'originalité folle de ses propositions et de sa vision. Moi, je reprends Oui, l'idée d'accord. qu'en plus, on critique tellement l'Union européenne parce que c'est une grosse bureaucratie et tout ça. Et en fait, on en construit une, parce qu'on est en Bah train oui. véritablement d'en construire une, avec un executive board et une plénière de je sais pas quoi. Enfin, c'est très illisible pour les citoyens. Et en plus, on se retrouve à un événement où finalement les citoyens,
n'était pas tellement là, puisqu'il y avait des questions qui étaient tout était très commandité. Donc il ne faut rien en attendre. Ça va être inutile. Le plus gros risque, c'est quoi? C'est que ça fasse comme la conférence sur le climat en France, vous savez, ou comme le grand débat après les Gilets jaunes. Il y avait plein de cahiers de doléances qu'on n'a jamais publiés. Et c'est quoi le résultat? C'est une grande frustration. Et ça, c'est le principal risque. Donc là, il faut tout revoir. C'est sûr il faut tout revoir. Mais plus les citoyens ils peuvent intervenir dans le processus, et mieux c'est, ça c'est sûr. C'est sûr que si cette conférence sur l'avenir de l'Europe accouche de l'idée d'une proposition de faire un référendum, bon. Moi je suis pour les référendums, parce que au moins on demande l'avis aux gens, quoi. Merci Emmanuel Morel d'avoir été notre invité. Vous êtes député européen de la GUE, la gauche unitaire européenne qui est bel et bien vivante. Merci Maya de la Baume de Politico, merci Jean Quatremer de la faute à l'Europe en fait, de Libération. Oui, on va quand même le dire. Oui, quand même. Cette émission a été préparée par Alexandre Rougier, Vam Beng et Hélène Leroux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Et comme le dit le président, nous ne parlons forcément pas de la même Europe.